Alors, Erev Tov, bonsoir à tous et toutes. Dans la joie et la bonne humeur, on élève le Tov. Alors, étude du jour. C'est faire Mitzvot. 9 Tammuz à 1785. Commandement négatif numéro 154. Il nous a interdit de faire des prélèvements sur les récoltes de manière anarchique. Nous devons au contraire respecter l'ordre prescrit à cet égard. En voici l'explication. Par exemple, lorsque le grain, après le battage et le triage, est devenu tébel, il faut en prélever tout d'abord la grande terouma qui représente 50e du total, puis le 10e de ce qui reste, qui constitue la première dîme, puis un 10e du solde, que l'on appelle la seconde dîme. La grande terouma doit être donnée au prêtre, la première dîme aux lévites, tandis que la seconde dîme est destinée à être consommée par son propriétaire à Jérusalem. C'est dans cet ordre qu'il convient de prélever. Quant à l'interdiction de commencer par ce qui doit être prélevé en dernier et de retarder le prélèvement qui doit être effectué en premier, on la trouve dans le verset suivant. Ton abondance et ta liqueur ne diffèrent pas à les offrir. Il faut interpréter comme s'il n'était ainsi formulé, ne tarde pas à apporter la totalité de ta récolte et du produit de ta vigne qui doit être offert en premier lieu. Dans la Mishnah de Terumot, nous lisons, si par une anticipation erronée on a prélevé la terouma avant les prémices, ou la première dîme avant la terouma, ou bien la seconde dîme avant la première dîme, bien qu'on transgresse une interdiction car il est dit ton abondance et ta liqueur ne diffèrent pas à les offrir. Ce qui est fait est valable. La Miklita affirme à ce sujet. Ton abondance, ce sont les prémices prélevées. Dès que tes produits sont arrivés à pleine maturité, ta liqueur, c'est la terouma, ne diffère pas. Il ne faut pas que la seconde dîme précède la première, ni que cette dernière soit prélevée avant la terouma, ni la terouma avant les prémices. Nos maîtres ajoutent. C'est de ce verset qu'on a déduit que celui qui prélève la terouma avant les prémices est la seconde dîme avant la première. Bien qu'il ait enfreint un commandement négatif, ce qui est fait est valable. Au début de Teruma, il est expliqué que celui qui prélève dans le faux ordre n'est pas passible de la bastonnade. Amen. Donc, 3 prakim. Alors, 9 Tammuz, 5785, c'est faire Zeraïm, loi relative au Terumot, chapitre 4. Un homme peut désigner un mandataire pour lui prélever les Terumot et les dîmes, comme il est dit. C'est ainsi que vous prélèverez, vous aussi. Cela ajoute les mandataires et on ne désigne pas un mandataire non-juif, ainsi qu'il est dit. Vous aussi, de la même manière que vous, les juifs, faites partie de l'alliance conclue avec Dieu. Ainsi, vos mandataires doivent faire partie de l'alliance. Il y a 5 types de personnes qui ne doivent pas prélever la terouma. Et s'ils prélèvent la terouma, ce qu'ils ont prélevé n'est pas considéré comme de la terouma. Le sourd-muet, l'aliéné, le mineur et un non-juif qui prélève ce qui appartient à un juif. Même s'il prélève avec son autorisation, et celui qui prélève ce qui ne lui appartient pas sans l'autorisation des propriétaires. Par contre, celui qui prélève un produit qui lui appartient pour ceux des produits qui appartiennent à d'autres personnes, cela est considéré comme de la terouma. Il a arrangé leurs fruits de sorte qu'ils puissent être consommés et il a pour profit de pouvoir la donner au Kohen de son choix. Celui qui prélève la terouma sans autorisation ou entre dans le champ de son ami et cueille les fruits pour lui sans en avoir l'autorisation, pensant que le propriétaire donnera certainement son accord. Puis prélève dessus la terouma des fruits du propriétaire si le propriétaire se présente et lui dit « Tu aurais dû prendre des fruits meilleurs ». S'il y a dans le champ des fruits meilleurs que ceux dont il a prélevé la terouma, sa terouma est valable. Car on comprend de la réflexion du propriétaire qui n'accorde pas d'importance au fait qu'une personne a pris ses fruits sans autorisation. Et s'il n'y a pas de meilleurs fruits, ce qu'il a prélevé n'est pas considéré comme de la terouma car le propriétaire ne lui a fait cette réflexion que sous forme de remontrance. Et si le propriétaire se présente et ajoute des fruits à ce qu'il a cueilli, qu'il ait de meilleurs fruits ou qu'il n'en ait pas, ce qu'il a prélevé est considéré comme de la terouma. Il y a 5 types de personnes qui ne doivent pas prélever a priori la terouma et qui ont prélevé la terouma, leur terouma est valide. Un sourd qui parle mais n'entend pas, parce qu'il n'entend pas la bénédiction, le muet qui entend mais ne parle pas, et celui qui est nu, parce qu'ils ne peuvent pas réciter la bénédiction, celui qui est ivre et celui qui est aveugle, parce qu'ils ne peuvent pas prélever le meilleur.
Un katan qui a atteint l'âge du temps des vœux, bien qu'il n'ait pas présenté de poils pubiens et ne soit pas devenu adulte, s'il prélève la téroma, ce qu'il a prélevé est considéré comme de la téroma, même pour la téroma qui relève d'un ordre de la Torah, étant donné que ses vœux et ses consécrations sont valides selon la Torah, comme nous l'avons expliqué dans les lois sur les vœux. Celui qui dit à son mandataire, sort et prélève pour moi de la téroma, et celui part prélever la téroma, et le propriétaire ne sait pas si le mandataire a effectivement prélevé ou non la téroma. Eh bien, il trouve un tas dont la téroma, il a été prélevé. On ne présume pas qu'elle, la téroma, a été prélevée, car pour ce qui est de l'interdiction, on n'appuie pas le principe selon lequel on présume qu'un mandataire a accompli sa mission, dans le sens de l'indulgence, mais seulement pour adopter une conduite plus rigoureuse. Il est à craindre qu'une autre personne ait prélevé la téroma sans autorisation. Celui qui dit à son mandataire, sort et prélève la téroma. Le mandataire doit prélever la téroma suivant la nature du propriétaire. S'il sait qu'il est avare, il prélève 1/60. Et s'il sait qu'il est généreux, il prélève 1/40. Et s'il ne connaît pas sa nature, il prélève moyennement, c'est-à-dire 1/50. S'il a eu l'intention de prélever moyennement et a saisi par inadvertance 1/40 ou 1/60, ce qu'il a prélevé est considéré comme de la téroma. Et si le mandataire a eu l'intention d'ajouter sur le prélèvement moyen et a prélevé même 1/99 en plus de ce prélèvement, son prélèvement n'est pas valide. Les fruits qui appartiennent à des associés sont soumis à la téroma et au dîme, ainsi qu'il est dit. Au dîme, ce qui signifie même si elles appartiennent à deux personnes, les associés n'ont pas besoin de se demander l'autorisation l'un de l'autre, mais plutôt lorsque l'un d'eux prélève la téroma, ce qu'il prélève est considéré comme de la téroma. Si l'un d'eux prélève la téroma et que le second prélève une seconde fois la téroma, sans savoir que son collègue a déjà prélevé la téroma. La règle suivante est appliquée. S'ils s'en remettent l'un à l'autre, la téroma du second n'est pas considérée comme de la téroma. Et s'ils ne s'en remettent pas l'un à l'autre et que le premier a prélevé la téroma conformément à la mesure indiquée par les sages, la téroma du second n'est pas considérée comme de la téroma. Si le premier n'a pas prélevé conformément à la mesure indiquée par les sages, le prélèvement des deux est considéré comme de la téroma. Celui qui dit à son associé, à son valet, à son esclave ou à sa servante de prélever la téroma et celui-ci part de prélever la téroma. Et le maître de maison annule sa délégation avant qu'il le délégué prélève la téroma. Si le délégué n'omet rien de ce qui lui a ordonné le maître de maison et suit ses instructions, ce qui prélève est considéré comme de la téroma. Mais s'il omet certains détails que lui avait ordonné le maître de maison, par exemple, si le maître de maison lui avait demandé de prélever la téroma du côté nord, et qu'il a prélevé du côté sud. Étant donné qu'il, le maître de maison, a déjà annulé sa délégation, ce qui, le délégué, a prélevé n'est pas considéré comme de la téroma. Si un métayer a prélevé la téroma et que le propriétaire s'est opposé à son geste, s'il s'est opposé avant qu'il, le métayer, prélève la téroma, ce qu'il a prélevé n'est pas considéré comme de la téroma. Et si le propriétaire s'est opposé après qu'il, le métayer, ait prélevé la téroma, ce qu'il a prélevé est considéré comme de la téroma. Et les tuteurs prélèvent la téroma de biens des orphelins. Celui qui a volé par la force, la téroma. Celui qui a dérobé discrètement la téroma est celui qui a forcé le propriétaire à lui donner la téroma. Ce qu'ils ont prélevé est considéré comme de la téroma parce que les propriétaires désespèrent la retrouver. Mais si les propriétaires du champ les poursuivent, les voleurs, ce qu'ils ont prélevé n'est pas considéré comme de la téroma. Un fils qui ne mange pas à la même table que son père. Un employé, un esclave et une femme prélèvent la téroma sur ce qu'ils mangent, mais ils ne doivent pas prélever sur toute la production du maître de maison, parce qu'un homme ne peut pas prélever la téroma d'un produit qui ne lui appartient pas. Un fils qui mange à la même table que son père et une femme avec sa pâte qu'elle pétrit pour les membres de la famille font les prélèvements requis, c'est-à-dire que l'enfant peut dans ce cas faire les prélèvements de la récolte et la femme prélève la chala de la pâte parce qu'ils en ont l'autorisation. Les employés n'ont pas le droit de prélever la téroma sans le consentement du propriétaire, excepté ceux qui foulent les raisins dans le pressoir.
parce qu'ils ont la possibilité de rendre impur tout le vin s'ils désirent. Par conséquent, on tient le raisonnement suivant. Étant donné que le propriétaire leur a confié le soin de la production du vin et leur a fait confiance, les employés sont considérés comme des délégués du propriétaire pour prélever la terouma si cela est nécessaire, et s'ils prélèvent la terouma, ce qu'ils prélèvent est effectivement considéré comme de la terouma. Si le propriétaire a dit à son employé « Rentre-moi ma grange ce qui est prêt à être engrangé », et prélève la terouma, et celui-ci a prélevé en premier lieu la terouma, puis a rentré ce qui doit être engrangé, son prélèvement est valide. Un non-juif qui prélève la terouma de ce champ qui lui appartient, cela n'est pas considéré comme de la terouma selon la loi de la Torah, parce que les non-juifs ne sont pas astreints au prélèvement. Et les sages ont décrété ce qui prélève soit considéré comme de la terouma du fait des hommes qui sont avides d'argent, c'est-à-dire pour ne pas qu'un juif confie ses biens à un non-juif afin de les exempter des prélèvements. Et on sonde le non-juif qui a prélevé la terouma s'il dit « j'ai prélevé avec la même intention que les juifs », c'est-à-dire pour que cette terouma soit utilisée de la même manière que celle des juifs, on la donne, sa terouma, au Kohen. Et sinon, s'il ne dit pas cela, sa terouma doit être enterrée de crainte qu'il ait eu l'intention de la consacrer pour Dieu. Dans quel cas cela s'applique-t-il, à savoir que la terouma du non-juif est considérée comme de la terouma en terre d'Israël. Mais un non-juif qui prélève la terouma en dehors de la terre d'Israël, les sages n'ont pas édicté de décret concernant cela. Dans ce cas, on l'informe le non-juif que cela n'est pas nécessaire et ce qu'il a prélevé n'est pas considéré comme de la terouma. Celui qui a l'intention de dire qu'il prélève la terouma et dit qu'il prélève la dîme. Ou s'il a l'intention de dire qu'il prélève la dîme et dit qu'il prélève la terouma est considéré comme n'ayant rien dit et son acte n'a aucune valeur. Il faut que sa bouche, ce qu'il déclare, correspond à son cœur, c'est-à-dire son intention. S'il a l'intention de prélever la terouma, il ne l'exprime pas verbalement. Cela a le statut de terouma ainsi qu'il est dit. Cet impôt sera considéré par vous comme le blé de la grange. Ce qui signifie que le produit prélevé prend le statut de terouma par la pensée de celui qui le prélève seulement. Dans le cas de celui qui prélève la terouma en formulant une condition, si la condition qu'il a stipulée est réalisée, cela, le produit prélevé a le statut de terouma. Et sinon, cela n'est pas considéré comme de la terouma. Et de même, celui qui prélève la terouma et les dîmes et regrette ce qu'il a fait, doit demander à un sage d'être délié de son vœu. Et celui-ci le libère de son obligation comme on annule les autres vœux, et cela, le produit prélevé redevient non consacré, comme auparavant, jusqu'à ce qu'il le prélève une seconde fois ou prélève d'autres fruits. Celui qui prélève une grange cuve de vin est dit. Cela, le seau de vin qui remonte de la cuve, et terouma à condition qu'il remonte entier. Il faut qu'il le seau remonte entier sans se briser et sans se renverser, mais non sans devenir impur. Et s'il se brise, cela ne rend pas interdit le reste du vin dans la cuve du fait du mélange. S'il pose le seau à un endroit où il se brise, ou s'il roule, le vin ne tombera pas dans la cuve et qu'il tombe, il rend interdit le reste du vin dans la cuve du fait du mélange, parce que la condition a déjà été réalisée. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour la grande terouma, par contre, pour la terouma de la dîme, qui est permis de prélever d'un produit de la même espèce qui n'est pas proche, dès qu'il remonte de la cuve. La condition est réalisée, même si le seau se brise ou se renverse, et il est inutile de dire que cela s'applique s'il devient impur. Celui qui dit « ce qui est en haut est terouma, et ce qui est en bas n'est pas consacré », ou « ce qui est en haut n'est pas consacré, et ce qui est en bas est de la terouma ». Ces paroles sont valides car la chose, c'est-à-dire l'emplacement de la terouma, dépend de l'attention de celui qui la prélève. Celui qui prélève la terouma d'une grange doit avoir l'attention que ce qu'il prélève, soit la terouma du tas, des épis coupés qui n'ont pas encore été battus et ce qui est sur les côtés du tas, ce qui est dans la grange. Celui qui prélève la terouma de la cuve devant le pressoir à l'intérieur de laquelle le vin tombe doit avoir l'intention de prélever la terouma de ce qui est dans les pépins de raisin et ce qui est dans les pots. Ce qui prélève la terouma d'une cuve de vin d'huile doit avoir l'intention de prélever ce qui est dans le pressoir, les déchets des olives. Et s'il n'a pas d'intention définie mais prélève sans avoir l'intention précise, tout est exempt de la terouma car il est une condition du tribunal rabbinique que la terouma s'applique sur tout. Celui qui prélève un panier de figues et des figues se trouvent à côté du panier, elles sont exemptes de la terouma parce qu'il a l'intention de prélever la terouma de toutes les figues, celles du panier comme celles qui n'y sont pas.
Sefer Zeraim, loi relative au terouma, chapitre 5. On ne prélève la terouma que du meilleur, ainsi qu'il est dit, parce que vous en prélèverez le meilleur. Et s'il n'y a pas de Kohen présent, on prélève de ce qui se conserve, même s'il y a un produit meilleur, mais qui ne se conserve pas. Comment cela s'applique-t-il? On prélève généralement les figues pour les figues sèches. Et dans un endroit où il n'y a pas de Kohen, on prélève les figues sèches pour les figues. Et si on a l'habitude de faire sécher les figues, on prélève des figues pour les figues sèches, mais dans un endroit où il n'y a pas de Kohen. Par contre, dans un endroit où se trouve un Kohen, on ne prélève pas des figues sèches pour des figues, même si on a l'habitude de faire sécher les figues. Il est préférable de toujours prélever un oignon entier, même s'il est petit, plutôt qu'une moitié d'oignon, même si elle est grande. On ne prélève pas la terouma d'une espèce pour une autre espèce, comme il est dit, au produit de la grange à celui du pressoir. Et si on a prélevé une espèce pour une autre, ce que l'on a prélevé n'est pas considéré comme de la terouma. Les concombres et les citrouilles constituent une seule espèce. Toutes les espèces de blé sont considérées comme une seule espèce. Toutes les sortes de figues sèches et les pâtes de figues sont considérées comme une seule espèce et on prélève la terouma sur l'une pour l'autre. Et on ne doit pas prélever la terouma sur un produit pour un autre produit qui constitue avec celui-ci un mélange hétérogène, interdit. Même d'un produit meilleur pour un moins bon, comment cela s'applique-t-il? Si on a 50 CA de blé et 50 CA d'orge dans une maison et qu'on prélève pour le tout 2 CA de blé, ces 2 CA n'ont pas le statut de terouma. Et pour toute espèce qui ne constitue pas un mélange hétérogène interdit avec une autre, on prélève du meilleur pour le moins bon, mais non du moins bon pour le meilleur. Et si on a passé outre, la terouma est valide, excepté dans le cas de l'ivraie pour le blé, parce que l'ivraie n'est pas un aliment apte à la consommation. Ne prélève pas d'un produit dont le traitement est achevé pour un produit dont le traitement n'est pas achevé, ni d'un produit dont le traitement n'est pas achevé pour un produit dont le traitement est achevé. Ainsi qu'il est dit, au produit de la grange à celui du pressoir. On doit prélever d'un produit dont le traitement est achevé pour un produit dont le traitement est achevé. Et si on a passé outre, la terouma est valide. À partir de quand prélève-t-on la terouma d'une grange? À partir du moment où on la met en tas. Si on a mis en tas une partie, on prélève la terouma de la partie que l'on a mis en tas sur la partie que l'on a mis en tas. Si on a fait entrer chez soi des épis pour en faire des gerbes, on peut en prélever la terouma des gerbes. À partir de quand prélève-t-on la terouma du pressoir? Dès lors que l'on a foulé les raisins en long et en large. À partir de quand prélève-t-on la terouma des olives? Dès qu'on dépose la poutre sur les olives. On ne prélève pas d'un produit pur pour un produit qui est impur. Si on a fait cela, la terouma est valide. Il est une loi transmise à Moïse sur le Sinaï qu'une pâte de figues sèches collée ensemble, d'une forme ronde dont un morceau est devenu impur. On prélève a priori le morceau qui est pur pour le morceau qui est impur. Et ce principe ne s'applique pas seulement pour la pâte de figue, qui constitue une seule entité, mais même une botte de légumes, même un tas de blé dont une partie est devenue impure. On prélève de ce qui est pur pour ce qui est impur. Par contre, s'il y a 2 pâtes, 2 bottes ou 2 tas dont l'un est impur et l'autre est pur à côté, on ne doit pas prélever de celui qui est pur pour de celui qui est impur a priori, ainsi qu'il est dit. Ce qui en est consacré. Ce qui signifie prendre de la partie consacrée qu'il contient. On ne doit pas prélever la grande terouma d'un produit impur pour un produit pur. Et si on a passé outre, la règle suivante est appliquée. Si c'est par inadvertance, la terouma est valide. Si c'est volontaire, on n'a pas arrangé le reste, c'est-à-dire que ce qui reste est interdit à la consommation en tant que tevel. Et ce que l'on a prélevé a le statut de terouma et on doit faire un nouveau prélèvement. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Que celui qui agit par inadvertance, la terouma est valide. S'il n'a pas eu connaissance de l'impureté, il ne savait pas que ce produit était impur. Mais s'il a eu connaissance de l'impureté et a cru qu'il était permis de prélever d'un produit impur pour un produit pur, il est considéré comme délibéré. Et de même pour la terouma de la dîme. On ne prélève pas d'un produit attaché au sol pour un produit coupé, ni d'un produit coupé pour un produit attaché. Quel est le cas? S'il y a des fruits détachés et qu'il dit ces fruits-ci seront la terouma pour ces fruits-là, qui sont attachés au sol, même s'il dit. Ils seront la terouma pour ces fruits-là lorsqu'ils seront détachés. Ou s'il possède 2 plates-bandes et déclare les fruits arrachés de cette plate-bande, là seront la terouma des fruits attachés au sol de cette plate-bande-ci.
ou dit les fruits attachés au sol de cette plate-bande-ci seront la teroma pour les fruits détachés de cette plate-bande-là. Il est considéré comme n'ayant rien dit. Dans le premier cas, parce que les fruits sont attachés à la terre, ne lui appartiennent pas, il n'y a donc pas la possibilité de les arracher. Et dans le second cas, parce qu'il n'y a pas dit lorsque seront arrachés. Par contre, s'il possède de plate-bande et dit les fruits coupés de cette plate-bande-ci seront la teroma pour les fruits de cette plate-bande-là, lorsqu'ils seront coupés. Ou s'il dit les fruits attachés au sol de cette plate-bande-ci seront la teroma pour les fruits coupés de cette plate-bande-là, lorsqu'ils seront coupés et qu'ils sont coupés étant donné qu'il a la possibilité de les couper, aucun acte ne manque. Et lorsqu'ils sont tous les deux coupés, ces paroles sont valides et son prélèvement est valide rétroactivement à condition que les deux fruits soient arrivés au tiers de leur maturité au moment où ils s'expriment. On ne prélève pas d'un produit frais pour un produit sec, ni d'un produit sec pour un produit frais. Et s'il prélève la teroma d'une des deux manières citées, son prélèvement est valide. Quel est le cas? S'il cueille aujourd'hui des légumes et en cueille le lendemain, il ne doit pas prélever de l'un pour l'autre, à moins qu'il, cette sorte de fruit, ne conserve habituellement pendant 2 jours. Et de même pour les légumes qui se conservent habituellement 3 jours, comme les citrouilles. Tout ce qu'il cueille durant ces 3 jours s'associe et il peut prélever de l'un pour l'autre. Un légume qui se conserve un seul jour. Si l'on l'en cueille le matin et le soir, on peut prélever de l'un les légumes d'une cueillette, pour l'autre les légumes de l'autre cueillette. On ne doit pas prélever des fruits d'une année pour les fruits de l'année passée, ni des fruits de l'année passée pour les fruits de la présente année. Et si on a prélevé la teroma d'une de ces deux manières, la teroma n'est pas valide, comme il est dit, de ce qui vient annuellement. Si l'on cueille des légumes la veille de Rosh Hashanah avant le coucher du soleil, puis on cueille des légumes après le coucher du soleil, on ne prélève pas de l'un des fruits d'une cueillette pour l'autre les fruits de l'autre cueillette. Car l'un, les seconds fruits, est considéré comme nouveau, et l'autre, les premiers fruits, est considéré comme ancien. Et de même, si l'on cueille un cédra la veille du 15 Shevat, avant le coucher du soleil, puis que l'on cueille un cédra après le coucher du soleil, on ne peut pas prélever de l'un pour l'autre, et ce, parce que le premier Tishri est le nouvel an pour les dîmes des céréales, des légumineuses et des légumes, et le 15 Shevat est le nouvel pour les dîmes des arbres. On ne prélève pas des fruits de la terre d'Israël pour les fruits de l'étranger, ni des fruits de l'étranger pour les fruits de la terre d'Israël. Quoi? Ni des fruits de la terre d'Israël pour les fruits de Souria, ni des fruits de Souria pour les fruits de la terre d'Israël, ni des fruits qui ne sont pas soumis à la teroma, comme la glanure, les produits de l'oubli et le coin du champ, ou des fruits dont la teroma a été prélevée pour les fruits qui sont soumis à la teroma, ni des fruits qui sont soumis à la teroma pour les fruits qui en sont exempts. Et si on a prélevé la teroma d'une des manières précédemment citées, la teroma n'est pas valide. Celui qui prélève des fruits de la première dîme dont la teroma n'a pas été prélevée, ou des fruits de la seconde dîme ou qui ont été consacrés et n'ont pas été rachetés pour d'autres fruits, le prélèvement n'est pas valide. On ne prélève pas d'un produit qui est soumis au prélèvement selon la Torah pour un produit qui est soumis au prélèvement par ordre rabbinique, ni de le fruit qui est soumis au prélèvement par ordre rabbinique pour les fruits qui est soumis au prélèvement selon la Torah. Et si on a prélevé la teroma dans l'un de ces cas précédemment cités, ce qui a été prélevé est considéré comme de la teroma et on doit de nouveau procéder à un prélèvement de la teroma valide. Un pot percé où les fruits s'enracinent dans la terre est considéré comme la terre. Et quelle doit être la grosseur du trou pour que les fruits soient considérés comme plantés dans la terre? Il doit être suffisamment grand pour qu'une petite racine puisse pénétrer dans le sol, et cela correspond à moins que le volume d'une olive. S'il sème des céréales dans un pot qui n'est pas percé et qu'elle arrive au tiers de sa maturité, puisqu'il trouve le pot et que les céréales parviennent à maturité alors que le pot est percé. Elles sont considérées comme ayant poussé dans un pot qui n'est pas percé. Il faut que le pot soit percé avant que la récolte parvienne au tiers de sa maturité pour que celle-ci soit considérée comme ayant poussé dans le sol. Celui qui prélève des fruits qui poussent dans le sol pour les fruits qui poussent dans un pot percé, ou des fruits d'un pot percé pour les fruits qui poussent dans le sol. Son prélèvement est considéré comme de la teroma. S'il prélève des fruits d'un pot qui n'est pas percé pour les fruits d'un pot percé, ce qu'il prélève est considéré comme de la teroma, et il doit à nouveau procéder au prélèvement de la teroma. S'il prélève des fruits d'un pot percé pour les fruits d'un pot qui n'est pas percé, son prélèvement est considéré comme de la teroma et ne doit pas être consommé par les Kohanim jusqu'à ce qu'ils en prélèvent la teroma et les dîmes d'un autre produit. Celui qui prélève d'un produit dont il a doute, si les prélèvements ont été effectués pour un produit dont il y a doute, si les prélèvements ont été effectués, ou d'un produit dont il a doute, si les prélèvements ont été effectués pour un produit dont il y a certitude que les prélèvements n'ont pas été effectués.
Ce qu'il prélève est considéré comme de l'athéroma et il doit de nouveau procéder au prélèvement de l'athéroma de chacun d'eux à part. S'il prélève d'un produit dont il a certitude que les prélèvements n'ont pas été effectués pour un produit dont il y a doute, si les prélèvements ont été effectués, ce qu'il prélève est considéré comme de l'athéroma et ne doit pas être consommé par les Kohanim jusqu'à ce qu'ils en prélèvent l'athéroma et les dîmes. On ne prélève pas des épis pour les blés dont le traitement est achevé, des olives pour de l'huile, ni des raisins pour le vin. Et si on a prélevé de l'une de ces façons, le prélèvement n'est pas valide. Ceci est un décret de crainte que le Kohen ne fatigue à fouler les raisins et à presser les olives. Par contre, on peut prélever l'athéroma de l'huile pour les olives en conserve dans l'eau et le sel et du vin pour les raisins mis à sécher. À quoi cela ressemble-t-il ? À celui qui prélève de deux espèces qui ne constituent pas ensemble un mélange hétérogène interdit, du meilleur pour le moins bon. Et de même, on peut prélever des olives à l'huile qui sont meilleures car elles peuvent produire beaucoup d'huile. Pour les olives en conserve, mais non des olives en conserve qui produisent moins d'huile. Pour les olives à huile. On peut prélever du vin non cuit pour le vin cuit, mais non du vin cuit pour le vin non cuit. On peut prélever du vin clair sans la lie, pour du vin qui n'est pas clair ou la lie est encore mélangée. On peut prélever des figues pour les figues sèches en comptant ce que l'on prélève et des figues sèches pour les figues en mesurant ce que l'on prélève, mais non, on ne doit pas prélever des figues pour des figues sèches en mesurant ce que l'on prélève. Des figues sèches pour des figues en comptant ce que l'on prélève, afin de toujours prélever l'athéroma de manière généreuse. On peut prélever du blé pour du pain, mais non, on ne peut pas prélever du pain pour du blé, si ce n'est neuf en comptant ce que l'on prélève. Et dans tous ces cas, si on prélève l'une de ces manières contre-indiquées, le prélèvement est valide. On ne prélève pas de l'huile pour des olives concassées, ni du vin pour des raisins pressés, car cela ressemble au cas de celui qui prélève d'un produit dont le traitement est achevé pour un produit dont le traitement n'est pas achevé. Et s'il prélève l'athéroma de cette façon, non, son prélèvement est considéré comme de l'athéroma, il doit de nouveau prélever l'athéroma des olives et des raisins séparément. Si le premier prélèvement est mélangé à un autre produit qui n'est pas consacré, le mélange est interdit et celui qui n'est pas apte au sacerdoce et consomme de ce prélèvement est coupable comme pour les autres véritables théromas, mais non, ces règles ne s'appliquent pas pour le second prélèvement qui n'est que d'ordre rabbinique. Celui qui prélève de l'huile pour des olives qui a l'intention de consommer telle qu'elle, c'est-à-dire qui ne désire pas en produire de l'huile et leur traitement est par conséquent achevé, des olives pour des olives et a l'intention de les consommer. Ou il prélève du vin pour des raisins qu'il a l'intention de consommer telle qu'elle. Puis, il décide de les presser, les olives et les raisins selon le cas, et presse les olives et les raisins dont il a déjà prélevé l'athéroma, il n'a pas besoin de prélever l'athéroma de nouveau. On ne prélève pas du vinaigre pour du vin, mais on peut prélever du vin pour du vinaigre, parce que le vin et le vinaigre sont d'une même espèce. Si on a eu l'intention de prélever du vin pour du vinaigre et qu'on a pris du vinaigre, le prélèvement n'est pas valide. Si on a eu l'intention de prélever du vinaigre pour du vinaigre et que le vinaigre qu'on en a pris se trouve être du vin, l'athéroma est valide. Celui qui prélève d'un tonneau de vin pour du vin, et il se trouve être du vinaigre si l'on sait qu'il est devenu du vinaigre avant qu'on l'ait prélevé, le prélèvement n'est pas valide. Et s'il est devenu du vinaigre après qu'on l'ait prélevé, le prélèvement est valide. Si l'on a un doute sur le montant où le vin est devenu du vinaigre, ce que l'on a prélevé est considéré comme de l'athéroma et on doit à nouveau prélever l'athéroma. Il en est de même pour celui qui prélève des concombres et il se trouve être amer, un petit rond et il se trouve être tourné, ou il se trouve un trou susceptible d'avoir été fait par un serpent qui aurait injecté son venin. Si on prélève l'athéroma d'un tonneau, il se trouve être découvert, de sorte qu'il est défendu de le boire, car ce que l'on a prélevé, est considéré comme de l'athéroma et on doit prélever l'athéroma une seconde fois. Aucune des deux, l'athéroma sujette à un doute et la seconde théroma prélevée du fait du doute ne rend interdit un produit non consacré avec lequel elle se mélange. Et celui qui consomme l'une des deux n'est pas redevable de payer un cinquième en sus du prix de l'athéroma. Comment cela s'applique-t-il ? Si l'une d'entre elles de ces deux théromas mentionnés précédemment se mélange à un produit non consacré, elle ne rend pas interdit tout le mélange. Si la seconde se mélange à un autre produit, elle ne rend pas interdit le mélange. Si tous deux se mélangent au même produit, elle rend interdit le mélange selon les proportions de la petite des deux, car l'une des deux a forcément le statut de théroma. Et de même si une personne étrangère au sacerdoce consomme des deux, elle doit payer un cinquième en sus du prix de la plus petite. Comment doit-on agir avec ces deux prélèvements effectués du fait du doute ?
on les donne au Kohen et on prend du Kohen la valeur du plus important. Celui qui examine un tonneau de vin pour voir s'il n'est pas devenu du vinaigre, le dépose afin d'en prélever la terouma d'autres produits de sorte qu'il devienne entièrement de la terouma et qu'il le donne au Kohen. Puis, après un certain temps, l'examine à nouveau et découvre qu'il est devenu du vinaigre. Les 3 jours qui suivent la première vérification, on peut avoir la certitude que c'était du vin. Et tout vin dont il a considéré la terouma comme prélevé ces jours-là de ce tonneau est arrangé pour ce qui est de la terouma. Après ce temps, les 3 jours qui ont suivi la première vérification, il y a doute pour tout vin dont il a prélevé la terouma au moyen de ce tonneau. Il y a doute si la terouma est valide ou non, de crainte que le vin contenu dans le tonneau fût déjà devenu du vinaigre et il doit prélever la terouma dans ce vin une seconde fois. Il y a 3 moments où l'on doit examiner le vin que l'on a déposé pour prélever la terouma de crainte qu'il soit devenu du vinaigre. Ce sont lorsque du vent de l'Est à l'issue de la fête des cabanes, lors de la sortie des bourgeons, et lors de l'entrée de la sève dans les raisins verts. Et on peut utiliser un vin issu du pressoir pour prélever la terouma d'autres produits en présumant qu'il reste du vin car il n'est pas habituel qu'il devienne du vinaigre. Celui qui met du côté des fruits pour en prélever la terouma d'autres fruits, de sorte qu'ils deviennent entièrement de la terouma, bien que l'on prélève a priori de ce qui est proche. S'il prélève la terouma de ses fruits pour d'autres produits, ces fruits sont présumés intacts, et sa terouma est valide. S'il découvre qu'ils sont perdus, il doit craindre le statut de tout ce qu'il a arrangé au moyen de ses fruits, de crainte qu'il n'ait prélevé la terouma de ses fruits pour d'autres fruits qu'après ces fruits aient été perdus. C'est pourquoi il doit de nouveau prélever la terouma de tous ses fruits. Sefer Zeraim, loi relative au teroumot, chapitre 6. La terouma et la terouma de la dîme sont consommées par les Kohanim, qu'ils soient adultes ou mineurs, les hommes et les femmes. Ce droit est donné à eux-mêmes, les Kohanim, leurs esclaves cananéens et les animaux, ainsi qu'il est dit. Mais si un pontife a acheté une personne à un prix d'argent, etc., il pourra en manger. L'esclave, la Kohen qui s'enfuit et la femme, la Kohen qui se rebelle contre son mari ont le droit de manger la terouma. La terouma qui relève d'un ordre de la Torah, seul un Kohen dont la filiation est connue peut en consommer. Par contre, ceux qui sont présumés Kohen peuvent consommer la terouma d'autres rabbiniques seulement. Une terouma pure, qu'il s'agisse de la grande terouma ou de la terouma de la dîme, qui relève d'un ordre de la Torah ou d'une institution des sages, n'est donnée qu'à un Kohen érudit, parce qu'il est défendu de consommer de la terouma impure. Or, tous les ignorants sont présumés impurs. C'est la raison pour laquelle on peut donner de la terouma impure au Kohen de son choix. Une femme d'Israël qui épouse un Kohen, même si elle a 3 ans, et un jour a le droit de consommer la terouma ainsi que les prélèvements des offrandes de paix qui sont la poitrine et la cuisse. Et il est une loi de la Torah qu'elle a le droit de consommer la terouma à partir du moment où elle lui est consacrée parce qu'elle lui est acquise. Toutefois, les sages ont interdit qu'elle consomme la terouma avant d'entrer sous la houpa. Ceci est un décret de crainte qu'elle donne à manger la terouma à son père et à son frère lorsqu'elle est consacrée résidant encore à la maison de son père. Une sourd-muette et une aliénée qui se sont mariés avec un Kohen n'ont pas le droit de consommer de la terouma même si c'est leur père qui les a mariés. Ceci est un décret de crainte qu'un Kohen sourd-muet épouse une sourd-muette de mariage qui n'est valide que par ordre rabbinique et lui donne à manger de la terouma, ce qui est interdit. C'est la raison pour laquelle les sages, ont édicté un décret qu'Israël sourd-muette ne mange pas de la terouma même si elle est mariée à un Kohen. Une personne étrangère, le sacerdoce, n'a pas le droit de consommer des teroumotes, ainsi qu'il est dit, et aucun étranger ne mangera des saintetés, même si elle réside chez un Kohen ou elle est salariée par lui. Ainsi qu'il est dit, celui qui réside chez un Kohen ou est salarié par lui ne mangera point d'une chose sainte. Le terme résident fait référence à celui qui est employé pour toujours, c'est-à-dire un esclave juif qui s'est vendu pour plus de 6 ans. Le terme salarié fait référence à celui qui est salarié pour quelques années, c'est-à-dire un esclave juif qui s'est vendu sans précision et est libéré au bout de 6 ans. Et l'esclave juif qui a été vendu par le tribunal rabbinique a le même statut qu'un résident et un salarié. Une femme née Kohen mariée à une personne étrangère au sacerdoce, comme un Israël, est considérée comme étrangère au sacerdoce ainsi qu'il est dit. Et toute personne étrangère n'en mangera point, lui comme sa femme. Une personne étrangère au sacerdoce qui consomme sciemment de la terouma, qu'elle soit impure ou pure, qu'elle ait consommé la terouma pure ou impure, est passible de mort par instance divine. Comme il est dit,
car elles mourront pour l'avoir violée. Et elle se voit infliger la flagellation pour la consommation de la terouma. On ne doit pas payer la valeur de ce qu'elle a mangé, car il n'y a pas un cas où l'on reçoit la flagellation et l'on paye. Et s'il consomme la terouma par inadvertance, il doit payer 1/5 en su du prix de ce qu'il a consommé, comme il est dit. Si quelqu'un avait par inadvertance mangé une chose sainte, il en ajoutera le 5e en su, etc. La Torah dit, si la fille d'un Kohen est mariée à un profane, elle ne mangera point des saintes offrandes. Cette interdiction comprend 2 points. D'une part, si elle a une relation avec un homme qui lui est interdit d'épouser. Il devient zona, c'est l'interdiction concernant leur mariage concerne toutes les femmes juives et non elle spécifiquement en tant que Kohen. Ou Ralala, par exemple, si elle était divorcée et a eu relation avec un Kohen, comme nous l'avons expliqué dans les lois relatives aux relations interdites. Elle n'aura plus jamais le droit de consommer de la terouma comme tout chala, car un chala est considéré comme profane en tout point. Et d'autre part, si elle se marie avec un Israël, n'aura plus jamais le droit de consommer les prélèvements des offrandes comme la poitrine et la cuisse, même si son mari divorce d'elle ou décède. Par contre, la terouma, elle a le droit d'en consommer si son mari divorce d'elle ou décède, si elle n'a point d'enfant de lui, comme il est dit. Si cette fille de pontife devient veuve ou est divorcée, qu'elle n'a point de postérité et qu'elle retourne à la maison de son père, comme en sa jeunesse, elle mangera du pain de son père. Par tradition, les sages ont appris que le verset « elle mangera du pain de son père » doit être compris dans le sens où elle mangera du pain de son père, mais non tout le pain de son père, c'est-à-dire qu'elle reprend son statut initial pour la terouma, mais non pour les prélèvements des offrandes de paix, à savoir la poitrine et la cuisse. Ce que nous avons dit ne concerne pas seulement une femme née Kohen, mais même une lévite, ou une Israël qui a une relation avec un homme, qui lui est interdit, étant donné qu'elle devient zona. Elle n'aura plus jamais droit à la terouma, même si elle a des enfants d'un homme Kohen. C'est la raison pour laquelle une femme capturée ne doit pas consommer la terouma, bien qu'elle prétende être pure, n'avoir pas été sujette à des relations interdites en captivité. Et toute femme capturée qui est digne de confiance, si elle prétend qu'elle est pure ou qu'il y a un témoin, de sorte qu'elle n'est pas mise à son mari Kohen, elle a le droit de consommer la terouma. Et celle qui a une relation avec un animal n'est pas disqualifiée de la prêtrise et a le droit de consommer la terouma. Une femme israélienne qui a une descendance d'un Kohen a le droit de consommer la terouma en vertu de son enfant, que ce soit un garçon ou une fille, même un tumtum ou un androgyne. Même si elle n'a qu'une descendance éloignée, elle a le droit de consommer la terouma ainsi qu'il est dit, qu'elle n'a point de postérité. Si la mère de sa mamzer, est une femme Israël qui a été mariée à un Kohen, elle a le droit de consommer de la terouma, tandis que si c'est une femme Kohen qui a été mariée à un Israël, elle n'a pas le droit de consommer de la terouma. Tu apprends donc qu'elle, la femme Israël qui a été mariée avec un Kohen, peut consommer la terouma grâce à sa descendance, bien que sa descendance soit invalide, même si elle n'est pas Israël. Il est inutile de mentionner que si elle est une fille d'un Kohen, bien que cette fille soit mariée avec un Israël, même si elle devient halala, la mère a le droit de manger la terouma grâce à sa fille qui est invalide pour ce qui est de consommer la terouma. Un cas semblable, une femme, Kohen, n'a pas le droit de manger la terouma du fait de sa descendance d'un Israël, même si cette descendance est constituée de Kohanim. Quel est le cas? La fille d'un Kohen qui s'est mariée avec un Israël a eu une fille, et la fille s'est mariée à un Kohen et a eu un fils. Celui-ci étant apte pour son statut à devenir grand prêtre, permet à sa mère de manger de la terouma en cas de décès de son mari et invalide la mère de sa mère, pour ce qui est de manger la terouma. Bien que sa mère soit décédée, celle-ci, sa grand-mère, dit qu'il n'y ait pas beaucoup d'enfants, comme le fils de ma fille, susceptible de devenir le grand prêtre, qui m'ôte le droit de consommer la terouma. Un esclave n'invalide pas en tant que descendance et ne permet pas de manger la terouma. Quel est le cas? Une femme Kohen qui se marie avec un Israël ou une femme Israël qui se marie avec un Kohen et a un fils, puis celui-ci s'unit à une servante et a d'elle un enfant qui est esclave pour avoir le même statut que sa mère, et le père de cet esclave décède. Et l'enfant esclave est vivant. Si la mère du père de cet esclave est une femme d'Israël qui a été mariée avec un Kohen et celui-ci est décédé, elle n'a pas le droit de consommer de la terouma parce qu'elle n'a pas de postérité. Un esclave n'étant pas de ce point de vue considéré comme sa postérité, si c'est la fille d'un Kohen qui a été mariée à un Israël, elle a le droit de consommer la terouma parce qu'elle n'a pas de descendance puisque les esclaves n'ont pas de filiation. Une femme Israël qui s'est mariée avec un Kohen et celui-ci est décédé et elle a eu un enfant de lui, puis elle s'est remariée avec un Israël. Elle n'a pas le droit de consommer de la terouma.
si son mari qui est Israël décède et qu'elle a un enfant de lui, elle n'a pas le droit de consommer la terouma du fait de son fils qui précède de son mari Israël. Si son fils qui précède de son second mari qui était un Israël décède, elle a le droit de manger la terouma grâce à son premier fils. La fille d'un Cohen qui s'est mariée avec un Israël et a eu un enfant de lui. Puis s'est remariée avec un Cohen, elle a le droit de consommer la terouma si son second mari, Cohen, décède et qu'elle a un enfant de lui. Elle a le droit de manger la terouma. Si le fils qu'elle a eu de son mari, Cohen, décède, elle n'a pas le droit de manger la terouma du fait de son fils qu'elle a eu de son premier mari Israël. Si son fils qu'elle a eu de son premier mari Israël décède, elle retourne à la maison de son père, commence sa jeunesse, et a le droit de consommer la terouma, mais non la poitrine et la cuisse des offrandes. Et enfin, une femme, Israël, qui s'est mariée avec un Israël et a eu un enfant, puis s'est remariée avec un Cohen, a le droit de consommer la terouma. Si son mari Cohen décède et qu'elle a un enfant de lui, elle a le droit de consommer la terouma du fait de son dernier enfant, car il lui permet de manger la terouma comme son père lui permettait de son vivant. Amen.